Au sommaire de cette édition présidentielle en Sierra Leone, le candidat du principal parti de l'opposition Julius Maada Bio a légèrement devancé celui du parti au pouvoir, Samura Kamara. Au Togo, les fonctionnaires des secteurs de la santé et de l'éducation ont entamé ce mardi une nouvelle grève pour exiger de meilleures conditions de travail et l'augmentation de leurs primes et indemnités. Et puis, Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Premier ministre camerounais était à Douala pour s'assurer de l'avancement des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives et aéroportuaires. Merci de toujours préférer Sika TV pour vous informer. En Angola, pour la première fois depuis les accusations de son successeur à la tête de la Sonangol, la compagnie pétrolière Isabel dos Santos s'est exprimée sur TV Zimbo, principale chaîne privée du pays, ce mardi soir. La femme la plus riche d'Afrique a avancé une explication aux accusations avancées contre elle, et ce, même si elle avait déjà répondu à la plupart des accusations par communiqué ou dans la presse portugaise. La fille de l'ancien président avait été accusée lors d'une conférence de presse par Carlos Sationino, le nouveau président du conseil d'administration de la société, d'avoir donné des bonus mirobolants à une trentaine de cadres de la société et d'avoir elle-même détourné 38 millions de dollars vers l'une de ses sociétés à Dubaï au lendemain de sa destitution, ou encore d'avoir dépensé des dizaines de millions en consultance. Rappelons que la fille aînée de l'ex-président José Eduardo dos Santos a été limogée en novembre 2017 de la présidence de la compagnie pétrolière angolaise. Au Mali, le richissime homme d'affaires Ali Boubacar Diallo s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Il a été investi à l'issue de la conférence nationale de son parti, l'Alliance démocratique pour la paix, qui s'est terminée ce dimanche dans la ville de Nioro du Sahel, dans le nord-ouest, près de la frontière mauritanienne. Ali Boubacar Diallo sera sur la ligne de départ pour l'élection présidentielle de juillet prochain au Mali. Son parti, l'Alliance démocratique pour la paix, ADP Maliba, a procédé à sa désignation à l'issue de sa conférence nationale qui s'est terminée dimanche dans la ville de Nioro, dans le nord-ouest du pays. L'homme d'affaires, qui est notamment propriétaire d'une mine d'or au Mali, a affirmé être candidat pour construire un Mali meilleur, un pays qui a de quoi sortir de sa crise actuelle s'il a le leadership qu'il faut. Après avoir soutenu le président Ibrahim Boubacar Keïta, le parti de l'homme d'affaires a quitté en 2016 la majorité présidentielle pour rejoindre les rangs de l'opposition. Une demi-douzaine de candidats s'est déjà déclarée pour la présidentielle au Mali, mais le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a toujours pas dit s'il se représenterait en juillet prochain. Parmi les autres candidats figure le maire de Sikasso, Khalifa Sanogo, l'ancien ministre et militaire Moussa Sinko Koulibaly, ainsi que deux hauts fonctionnaires internationaux, Modibo Koné, un ancien de la Banque ouest-africaine de développement, et Amadoun Touré, ex-chef de l'Union internationale des télécommunications. Je le disais en titre, en Sierra Leone, le candidat du principal parti de l'opposition, Julius Maada Bio, a légèrement devancé celui du parti au pouvoir Samura Kamara, et ce, lors du premier tour de l'élection présidentielle du 7 mars dernier. Ainsi donc, un second tour aura lieu le 27 mars prochain. Comme annoncé, la Commission électorale nationale a publié ce mardi soir les résultats complets de la présidentielle du 7 mars dernier en Sierra Leone. Et selon ces résultats, Julius Maada Bio, le candidat du principal parti de l'opposition, devance de près de 15 000 voix le candidat de l'APC, le parti au pouvoir, l'ancien ministre des Affaires étrangères Samura Kamara. Le seuil pour être élu au premier tour se situant à 55% des voix. Un second tour opposant les deux candidats aura lieu le 27 mars prochain. Kamara Samura Matthew Wilson, du Parti de tout le peuple, 1 082 748 voix, soit 42,7%. That is 42.7%. Bio Julius Maada, Parti du peuple de Sierra Leone, 1 097 482 voix,
soit 43,3%. 43.3%. Since none of the candidates of the parties for the presidential election. Puisqu'aucun des candidats des partis à l'élection présidentielle n'a reçu 55% des votes valides, conformément à la section 42 E et F de la Constitution du Sierra Leone de 1991, il y aura un second tour. Crédité pour sa part de 174 014 voix, soit 6,9% des votes valides, Kandé Yukela, un ancien cadre du SLPP qui se présentait au nom d'une nouvelle formation, la grande coalition nationale pourrait lors du second tour jouer le rôle d'arbitre entre les deux partis qui se succèdent au pouvoir depuis l'indépendance en 1961. En Côte d'Ivoire, l'opposition appelle à une suspension des premières élections sénatoriales fixées au 24 mars prochain. Jugeant leur tenue anticonstitutionnelle et source de tensions sociales, Pascal Affi-N'Guessan, leader du FPI, le parti de Laurent Gbagbo, affirme avoir engagé une action auprès de la Cour suprême. Plus de précisions à travers cet élément. L'opposition ivoirienne a appelé mardi à suspendre les premières élections sénatoriales de Côte d'Ivoire. Selon Pascal Affi-N'Guessan, dirigeant du Front populaire ivoirien, le parti de Laurent Gbagbo, le gouvernement a violé la Constitution en programmant les sénatoriales au 24 mars prochain. Le chef de file de l'opposition ivoirienne, qui affirme également avoir engagé une action auprès de la Cour suprême du pays, demande une suspension de la tenue de ces élections parce qu'elles sont organisées par une commission électorale déclarée illégale par la Cour africaine des droits de l'homme. L'opposition avait appelé mi-février à l'application de l'arrêt de cette Cour africaine qui exige la modification de la composition de la commission électorale indépendante, représentée par 8 membres du pouvoir contre 4 de l'opposition. Pour le gouvernement ivoirien qui a réaffirmé lundi dernier sa volonté de tenir le scrutin, la question de la réforme de la composition actuelle de la commission électorale indépendante ne se justifie pas car elle résulte d'un large consensus de tous les acteurs politiques de premier plan. L'opposition redoute des tensions sociales et des violences en cas d'un passage en force du gouvernement. La campagne des sénatoriales doit démarrer le 19 mars prochain pour 3 jours. Début ce mardi d'un nouveau débrayage dans les secteurs de la santé et de l'éducation au Togo. Les fonctionnaires exigent de meilleures conditions de travail et l'augmentation de leurs primes et indemnités. Reportage. À peine le calme revenu après des mois de grogne sociale et politique au Togo que les grèves ont repris. Mardi, à l'appel du syndicat national des praticiens des hôpitaux du Togo, l'activité était paralysée dans plusieurs hôpitaux publics de la capitale, Lomé. Le constat a été également fait au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio, où la plupart des agents ne s'étaient pas présentés à leur poste. Seuls les services de réanimation, d'hémodialyse et le Centre national de transfusion sanguine fonctionnaient avec un service minimum. À en croire un manifestant, il n'y a pas de matériel. Les patients se plaignent à longueur de journée. C'est une honte pour le pays. Les grévistes exigent notamment un meilleur équipement des hôpitaux publics et le recrutement de personnel soignant pour remédier aux sous-effectifs chroniques. Par ailleurs, les agents de santé protestent contre l'arrestation et la détention pendant une semaine du vice-doyen de la faculté des sciences de santé, accusé d'avoir manipulé des notes d'examen. Il a été libéré lundi soir. Côté éducation, les enseignants des établissements scolaires publics ont décrété une grève de 3 jours pour réclamer, entre autres, une augmentation de la prime spécifique à leur statut pour toutes les catégories d'enseignants. Ce journal se poursuit. Le groupe de soutien Bring Back Our Girls, mis en place après l'enlèvement de masse de Chibok au Nigeria, a accusé ce mardi le gouvernement d'incompétence et de négligence après le nouvel enlèvement par Boko Haram de plus de 100 écolières dans le nord-est. Le groupe affirme également soupçonner une tentative délibérée au plus haut niveau pour couvrir les actions et les inactions qui ont conduit à ce nouveau drame. Selon le groupe Bring Back Our Girl, qui a rendu public un communiqué, c'est l'ampleur de l'incompétence et de la négligence du gouvernement de Muhammadu Buhari qui a permis la répétition d'une telle tragédie.
La disparition de 110 élèves de l'internat de Dapchi dans l'état de Yobe le 19 février dernier, lors d'une attaque lourdement armée du groupe djihadiste Boko Haram, est venue rappeler l'enlèvement de 276 lycéennes à Chibok en avril 2014. Face à la vague d'indignation mondiale provoquée par l'enlèvement de Chibok, les autorités nigérianes avaient pourtant promis de tout faire pour protéger les établissements scolaires du nord-est du pays de Boko Haram. À travers son communiqué, Bring Back Our Girl soupçonne une tentative délibérée au plus haut niveau pour couvrir les actions et les inactions ayant conduit à ce nouveau drame. Cet enlèvement pourrait être un camouflet pour le président Muhammadu Buhari, élu en 2015 sur la promesse de mettre fin à l'insurrection de Boko Haram si les jeunes filles ne sont pas retrouvées dans un délai raisonnable. Le chef de l'État nigérian a annoncé lundi privilégier la voie de la négociation avec les insurgés pour permettre la libération des otages saines et sauves. Signature début mars d'un accord tripartite entre la République autoproclamée du Somaliland, l'Éthiopie et le groupe émirati DP World. Le Parlement somalien a déclaré nul et non avenu cet acte concernant le port de Berbera. Le sujet a fait monter la tension entre Mogadiscio et le gouvernement somalilandais. Le port de Berbera est stratégiquement situé sur le golfe d'Aden, au Somaliland, dans le nord-ouest de la Somalie. Le géant de l'industrie portuaire Dubai Port World, DP World, en est depuis 2016 concessionnaire. Le 1er mars, DP World et les gouvernements éthiopiens et de Somaliland ont signé un accord donnant à l'Éthiopie 19% des parts du port. DP World en conserve 51% et le Somaliland 30%. Cet accord a suscité la colère de Mogadiscio, qui considère toujours le Somaliland comme partie intégrante du territoire somalien et nourrit un antagonisme historique avec l'Éthiopie. Lundi, le Parlement somalien a déclaré cet accord anticonstitutionnel et donc nul et non avenu. Il a fait valoir dans une résolution que seul le gouvernement fédéral de Somalie peut s'engager dans des accords internationaux. Cette résolution va jusqu'à interdire à DP World d'opérer où que ce soit en Somalie. En effet, le Somaliland s'est déclaré indépendant du reste de la Somalie en 1991, mais n'est officiellement reconnu par aucun pays. La décision du Parlement somalien risque d'aggraver les tensions. Une note de sport pour finir. Au Cameroun, le Premier ministre a fait le tour des infrastructures devant accueillir la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Objectif, évaluer l'avancée des travaux. 2 mois après la visite de la mission d'inspection de la Confédération africaine de football au Cameroun, le Premier ministre Philemon Nyong était ce mardi à Douala. Objectif, s'assurer de l'avancement des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives et aéroportuaires. Et selon les autorités, les travaux avancent, mais pas à un rythme satisfaisant. Personnellement, je ne suis pas satisfait de l'évolution des travaux parce que ça ne fait que quelques jours qu'on a commencé. Pourtant, ça fait 4 ans qu'on nous a donné cette canne et nous ne sommes pas satisfaits. À la lueur où vont les choses, je ne suis pas sûr qu'on va organiser la canne parce que ces travaux-ci, je ne suis pas sûr que ils vont bien les livrer à temps. On a beaucoup d'inquiétudes parce que c'est depuis 2014 qu'on a donné l'occasion de la Coupe au Cameroun. On a dormi, il faut qu'à moins 1 an avant qu'on vienne s'empresser. Bon, vu la lutte des travaux, si par exemple ça continue comme ça, c'est qu'on doit quand même organiser la CAN. J'espère que vraiment, après la visite du Premier ministre, les travaux vont vraiment continuer, puisque après la dernière visite de la commission de la CAF, vraiment les travaux ont été abandonnés et nous étions vraiment inquiets. Nous avons espoir, puisque les travaux sont en train d'avancer. Oui, parce que vraiment, pour la CAN 2019, je crois que le Cameroun pourra faire quelque chose. Par ailleurs, président du Comité national de préparation des Coupes d'Afrique des Nations de football 2016 et 2019, Philemon Nyong s'est également rendu à l'aéroport international de Douala, à l'hôpital général et dans un hôtel nouvellement construit au quartier Akwa. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.